à force de chercher par soi, et puis maintenant, on veut dire, avec Internet, c'est pour ça Internet, faut pas rester que sur Google ou YouTube. Rien ne vaut la lecture. Donc, pour contrer la vague de l'imprécision et de l'ignorance, à vos lectures, quoi. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Ah oui, c'est très très important. On me dit il faut apprendre les bases de l'histoire dans le pays où l'on vit avant bien le sûr, reste. bien sûr, c'est évident. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Les Américains ont tué Simbad le marin dans une récente TV merdique. Oui, ça c'est vrai. Les Américains ont tendance à reprendre, parce qu'ils ont repris en fait ce livre en fait en refaisant une série et qui est un peu, je dois dire, un peu neuneux, quoi. C'est pour ça qu'ils disent que... Pour dire, tiens, on va parler d'Hollywood. Il y a un écrivain, il y en a un Américain d'origine, un Américain chrétien d'origine arabe, je sais plus quel pays arabe il est, je crois qu'il est d'origine libanaise, qui s'appelle Charles Shaheen, qui écrit un livre en anglais qui s'appelle Hollywood and the Arabs, How Hollywood Vilify a People. Hollywood et les Arabes, comment Hollywood avilit un peuple. Eh ben nous, et vous l'avez souvent, sur Dailymotion sur YouTube en 3 parties. Et on il le montre passe que souvent. depuis les années 20-30, même quand il y avait le muet, les cartoons muets et tout, ils ont toujours présenté les Arabes Alors, c'est comme excellent, une image, ouais, mais... ouais. Mais c'est même pas plus bactère. Même le caca, il est mieux dans Ouais. Hollywood. Dans ce documentaire qui est excellent, que nous, on a déjà passé plusieurs fois sur Meta TV. Et alors, c'est excellent parce qu'il analyse effectivement l'image et la vision que Hollywood développe sur les Arabes. Qui plonge ses racines dans l'orientalisme. Exactement. Et c'est ça qui est assez fascinant parce que finalement, tout ce qu'on vient de décrire là, et cette vision que justement, l'orientalisme, on voit les Arabes d'une certaine façon, Hollywood s'est accaparé en fait ça et on a fait une machinerie et aujourd'hui la continuité de ça c'est l'image. Alors on est passé évidemment comme tu l'as dit tout à l'heure on parlait de bakchiche, de gens un peu traites, de machin. Aujourd'hui, on parle de terroristes. Oui. Et ça apparaît clairement. Vous avez les séries comme, je les ai regardées moi aussi, on ne peut pas échapper. 24 heures chrono, tout ça. Hier, on parlait de Homeland Security aussi. Dans 24 heures chrono, les méchants, un coup c'est les Russes, un coup c'est les Chinois, mais les autres fois, la moitié du temps, c'est les musulmans. Quand tu regarde, si tu repenses à Rambo, tu vois, dans son évolution, au début, il se bat contre les Viettes, c'est les Chinois, l'ennemi de l'Amérique. Et puis très très vite, ça devient les Arabes. C'est dans quel Rambo ça? C'est dans le numéro 3. Non, non. Si je puis me permettre, non. Dans Rambo 3, il se bat en Afghanistan contre les Russes. Oui. Ils sont alliés, parce qu'à l'époque, ils sont alliés, c'est vrai. Non, et tu sais qu'après le 11 septembre 2001, qu'après le 11 septembre 2001, Rambo 3 ne passait plus aux États-Unis à la télé. Tu sais pourquoi? Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène, il y a un moment, il y a le colonel Trotman, là, le supérieur de Rambo, c'est celui on le voit tout le temps là. Il est interrogé par des Russes, par le colonel Zaïdzen, le méchant soviétique. Toujours, les soviétiques, c'est toujours des barbares dans Hollywood aussi. Et il l'interroge, et le colonel Trotman lui répond, il fait « Nous, on a eu notre Vietnam, à vous d'avoir le vôtre, et si vous aviez étudié votre histoire, vous saurez que ce peuple, le peuple afghan, n'a jamais été vaincu. » Parce que c'est vrai, au 19e siècle, les Afghans ont foutu de raclés aux Russes et aux Anglais. Parce que les Afghans rentraient dans ce qu'on appelait le grand jeu. Parce que les Russes poursuivaient vers l'Asie centrale et vers jusque la Sibérie. Ils voulaient de plus en plus contrôler l'Asie centrale, mais ça se rapprochait de la route des Indes. Donc pour les Anglais, il fallait absolument s'assurer ça. Donc il fallait s'emparer de l'Afghanistan. Celui qui s'emparait de l'Afghanistan, il avait gagné. Mais les Afghans ont vaincu et les Anglais et les Russes. Et donc le colonel Trotman dit au colonel russe Zaïdzen, il lui dit... vous saurez que ce peuple n'a jamais été vaincu, c'est un peuple qui est prêt à mourir pour sa liberté, qui l'a chevillé au corps, et jamais il ne sera vaincu, quelle que soit la coalition à laquelle il est en face. C'est les Américains qui ont pris le relais derrière l'Afghanistan, donc on comprend pourquoi ce film, le Rambo 3, après, il n'a pas été diffusé depuis toute une dernière décennie qui s'est écoulée après. Et dans ce reportage aussi, tu vois que, alors lui, ce qu'il explique, c'est que la majorité des films, ils ont été produits par 2 producteurs. Encore. Je suis désolé. La famille Chuck Norris, Aaron Norris, il y en a, il s'appelle. Voilà. Normalement, c'est pas pour être parano ou quoi, mais bon, on c'est comme ça, ça a des tas de faits. Je suis désolé. Voilà. J'aurais bien aimé qu'il soit brésilien ou thaïlandais, mais c'est pas le cas, donc c'est comme ça. Il n'y a pas beaucoup de producteurs hollywoodiens qui viennent du Nigeria ou du Zimbabwe, quoi. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, du Lesotho, du Swaziland, quoi. Ouais, du Lesotho, Swaziland. Parce que je pensais à un film, tu sais, Exodus, que tu vois, il y a un extrait qui est fabuleux. Un film qui s'appelle Delta. Air Delta Force avec... C'est une pourriture, ce film. C'est pas le fameux avec Samuel Jackson. Non, pas celui-là. Alors, oui, non, ça, c'est pas les hommes... C'est des années 80, ça. Oui. Celui de Samuel Jackson, je crois, il date de 99 ou 2000. Oui, ça... T'as aussi le film Les Rois du désert avec Saïd Tagman. Les Rois du désert avec Saïd Avec Tagman. Mark Wahlberg dedans.
Et tous ces films, quoi, c'est ni fait ni... Des fois, Hollywood nous réserve des surprises. Par exemple, il y a un film de Ridley Scott, Kingdom of Heaven, Kingdom of Heaven. qui vraiment correspond à l'objectivité historique et qui n'est pas du tout... Et là, on en avait parlé même avec Ben Ajam, il disait qu'il est très, très respectueux de certaines choses historiques, ça se voit ici. Un film d'Hollywood qui se finit sur une victoire musulmane, la reprise de Jérusalem par Saladin. Ouais. Ne boudons pas notre plaisir, alors, dans ce cas-là. Oui, puis on voit Saladin qui ramasse le crucifix. Il pouvait se montrer impitoyable face à un ennemi qui le méritait. Renaud de Châtillon, pour ceux qui le connaissent, c'est lui qui arrêtait pas de provoquer des guerres. C'était complètement fanatique, ce mec. Mais il pouvait être respectueux. Il a pris Jérusalem, mais il a accordé un sauf-conduit et il n'a pas fait de massacre. Contrairement à lorsque les chrétiens et les croisades ont pris la ville. Exactement l'inverse. Je le prends en exemple souvent. Saladin, c'est son surnom. Il s'appelait Youssouf, normalement. Et Salah ad-Din, c'est-à-dire le vertueux de la religion, c'était son surnom, son nom de règne, le vertueux. Le vertueux, d'accord. Voilà, oui, donc oui, voilà, Hollywood, parfois, peut réserver quelques agréables surprises. Quelquefois. Voilà, mais bon. Il faut être objectif, voilà. Quand il faut des bonnes choses, on le dit aussi. Alors, que pense Anis de Bassam Taham? Le considère-t-il comme un islamologue ou débitant pas mal de bêtises? Oui, c'est celui qui est d'origine syrienne, c'est ça? Non, il fait des analyses très pertinentes, très bonnes. Et puis lui, il est du pays en question. Donc, à la limite, il le connaît beaucoup mieux que beaucoup qu'on voit. Ouais, mais alors, tu sais ce qu'on lui reproche? Je vais te le dire. Moi, je le connais pas. Moi, je vais te le dire et tu vas comprendre tout de suite. C'est d'être cheat. Ouais, bon, bah alors, voilà, je te l'ai balancé, t'as tout compris. Voilà, parce que moi, à chaque fois qu'on me fait une reproche sur Bassam Taham, je l'ai découvert comme ça, qu'il était shit, je savais même pas. Mais il est shit. Il fume pas du shit. Ah, il se calme. D'accord. Et être shit, c'est pas fumer du shit. Donc voilà, vous arrêtez. Donc on m'a dit qu'il pouvait pas être objectif sur le i. Ah bon. Sur ce qui se passait. Oh là 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 là. Bon, on m'a déjà dit ça, je te dis ça comme ça. Après, on me dit. Ça, c'est la guerre interminable, c'est une shit qui fait que détruire le monde musulman, ça, malheureusement. Ouais. On me dit, Anis, en gros, la colonisation arrive. Il dit, vous avez toujours été des barbares, on va vous civiliser, on vous coupe le lien avec les ancêtres. Le musulman perd la mémoire. Et à la décolonisation, il veut redevenir ce qu'il était, sauf qu'il ne sait pas ce qu'il était et se calque sur ce que le colon lui a dit qu'il était. Donc un arriéré, ça donne nos barbus fiers, un crétin du moment qui ne ressemble pas à son colonisateur, sauf qu'il ne ressemble pas non plus à ses ancêtres. Il ressemble à rien finalement. C'est excellemment bien dit. Je crois qu'on pourrait arrêter l'émission ici. Il a tout résumé. Ça, c'est Ibn Khaldoun, le grand historien maghrébin, un des précurseurs de la sociologie, qui est né à Tunis et mort au Caire, qui est mort en 1406. J'ai oublié sa date de naissance, mais vous pouvez la retrouver. Dans le Muqaddima, il a fait deux livres, l'histoire des Berbères, des Arabes, pardon, et du Maghreb, et l'autre c'est le Muqaddima, les prolégomènes. En gros, il montre comment le vaincu est subjugué par le vainqueur, cherche à imiter le vainqueur pour penser s'approprier sa puissance, alors qu'en fait, il ne fait que renforcer sa domination, que quelqu'un soit vaincu par une tierce personne, et qu'il veuille chercher chez lui des moyens de comprendre ses techniques pour les utiliser à son tour et pour se libérer. D'accord, mais chercher à imiter bêtement le vainqueur, c'est le meilleur moyen que de prolonger son aliénation. Et donc on continue à être tributaire de sa propre situation vis-à-vis du vainqueur. Et à la fin, on ne ressent pas du tout au vainqueur, parce que le vainqueur continue à être méprisé. Ouais. On peut faire ça, par exemple, de la France vis-à-vis des États-Unis, par exemple. C'est intéressant, ça voudrait dire que donc aujourd'hui, dans le monde musulman, il y a une certaine partie des gens donc, qui justement s'accaparent l'image que le vainqueur, le dominant a développé. Ont honte de même, oui. C'est un peu ça le syndrome de l'EI, il n'a pas tort en fait. Certains ont honte de même. Notamment avec même la tenante servilité dont font preuve les Saouds. Tu sais, quand tu vois le régime des Saouds, la politique que mènent les Saouds correspond en tout point au dessein et visée orientaliste. Oui, là, on a récemment le roi Abdallah qui est mort. Puis, les éloges qu'il y a eu à son égard, c'est incroyable. Christine Lagarde qui fait, oui, il a amélioré le sort des femmes. Non, mais tu te dis, mais qu'est-ce que... Enfin bref, voilà. Alors par contre, il y a des pays, c'est des barbares, il faut les détruire, il faut les bombarder, les bousiller. Mais l'Arabie Saoudite, non, c'est notre allié, quoi. Bon, c'est toujours la polarité politique. Oui, l'Arabie Saoudite, on les aime bien. Alors, on me dit Saladin, c'était surtout un bon politicien. Bah oui, il était fin, il est bon chef militaire, bon politicien, oui, bah oui. La guerre, c'est la politique, la politique par d'autres moyens. Je sais plus qu'est-ce qui disait cette phrase, mais c'est tout à fait vrai. Alors là, il faut se réjouir de la chute du royaume franc à Jérusalem, c'est ça les patriotes. Alors les gens, ils vont te juger taux de patriotisme à des événements d'il y a je parle des croisades, je parle de trucs de l'oriental. Attends, elle est où la phrase? C'était un petit peu en bas. Un gars qui me dit, enfin une personne qui me reprochait de. Oui, parce que voilà. Dans le contexte de l'époque, oui. Voilà. Il faut maintenant se satisfaire de la chute du royaume franc à Jérusalem. C'est des patriotes, les chrétiens d'Orient, le meilleur service qu'on peut leur rendre, c'est que l'Occident cesse de les instrumentaliser. Parce qu'après, ils continueront d'être perçus par les autres musulmans comme une cinquième colonne au service de l'Occident. Ceci dit, il y a des musulmans complètement fanatiques et tarés qui les tuent, et ça existe, on est bien d'accord.
Mais c'est pas à l'Occident de s'arroger le droit de protéger les chrétiens d'Orient. Que diraient les pays occidentaux si des pays musulmans diraient on va protéger les musulmans qui vivent en Occident? Que diraient-ils? Oui. On ne laisserait pas passer ça. Attends, imagine, alors là je prends un truc, la nitroglycérine toujours. Imagine que l'État algérien dise maintenant on veut un droit de regard sur les Algériens qui vivent en France. Les Français le prendraient mal. C'est normal. Soit t'es français ou t'es algérien, ou soit t'es français ou t'es marocain ou tunisien, ou t'es français ou t'es turc, mais faut choisir. Et pourquoi les chrétiens en Orient seraient l'objet de mille et une attentions de la part de l'Occident? Il y a toujours. Alors ce que tu dis là, c'est vachement. C'est ça qui est étonnant, c'est de voir à quel point les racines, elles vont jusqu'à aujourd'hui, parce que récemment, quand il s'est passé, tu sais, des attentats en Irak contre des chrétiens, on a vu immédiatement la France dire on va accueillir les chrétiens. D'ailleurs, on en a accueilli, on les a accueillis. Et c'était au nom de cette continuité historique de dire on protège les chrétiens. Depuis Charlemagne. Ouais. Quand le grand, alors je sais plus, c'était un des grands chefs de l'église chrétienne orthodoxe de Syrie qui est venu voir Sarkozy, hein, donc c'était il y a 2 ans, au moment de la crise, quand c'était vraiment très 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 haut. Et ce que Sarkozy lui a dit, mais vous savez, si de toute façon là-bas, nous on vous accueille en France. Et il a fallu qu'il dise, mais on veut pas venir en France. Voilà. Il dit, nous on est Syriens, on n'est pas. Je veux vivre là-bas. Mais regarde. Tu vois vraiment le cynisme de l'Occident. Il bousille des pays. Qui a contribué à foutre le chaos en Irak, en Syrie? C'est l'Occident, depuis la guerre du Golfe de 91, voilà. Puis après, ces musulmans, c'est des barbares quand même. On fout le chaos chez eux, ils s'entretuent après. Après, on s'attribue le beau rôle. Allez, on va accueillir les chrétiens pour se réfugier chez nous. D'ailleurs, cynisme total de A à Z. Cynisme total, parce qu'en plus, tu sais, par exemple, quand il y a eu ces attentats en Irak contre les chrétiens, on a vu toute la classe politique française se lever. Ce que j'ai trouvé assez étonnant, parce que... Ils insultent les chrétiens en France. Voilà. Occupez-vous des au chrétiens nom en France. d'une alliance, voilà, une espèce de pseudo. Moi, limite, si je voudrais faire une colonne humanitaire, un droit d'ingérence pour sauver les chrétiens, c'est pas, en France, ils meurent pas, les chrétiens. C'est pas ça que je voulais dire. Mais je veux dire, la façon dont les chrétiens sont tout le temps traînés dans la boue, insultés, les fémènes qui vont profaner des églises. Alors d'accord, il n'y a pas des morts, c'est pas comme là-bas, mais que la France laïque, la France laïcarde, qui a lutté contre l'alliance du sabre et du coupillon au 19e siècle. Voilà, la France de la haute 1905 qui se veut protectrice des chrétiens, mais c'est à mourir de rire. En fait, non, c'est toujours un moyen de rendre pérenne l'impérialisme en terre d'islam, toujours. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce qu'on a parlé des Hachichides? Non, on n'en a pas parlé. Oui, c'est la secte des assassins. C'était une secte chiite qui était créée à la fin du XIe siècle. Et en fait, une des particularités, c'est qu'on les droguait au hashish. Hachachiyine, les gens drogués au hashish. Hachachiyine qui a donné en français assassin. Parce que le vrai mot français, normalement, c'est meurtrier. Et hachachiyine, parce qu'en fait, ils étaient drogués au hashish pour pas avoir peur et ils faisaient des attentats suicides. Il était fort le hashish quand même. Ah bah oui. C'est le hashish du 10e siècle, à mon avis. Non, ils étaient drogués pour avoir pas trop de crainte au moment de passer à l'acte. Ouais. Et puis ils avaient des techniques apparemment d'assassinat très développées, c'est ça? Ils développaient en fait cette secte. Il y avait ces adeptes faisaient preuve d'une obéissance aveugle envers leur chef. C'était quasiment totalitaire, même si le mot peut paraître anachronique pour l'époque, parce que on ne parle pas de totalitarisme pour l'époque, mais les adeptes de la secte, les membres de la secte des assassins, vraiment obéissaient au doigt et à l'œil aux chrétiens. Comment dire, Amin Malouf en parle dans les croisades vues par les Arabes, il parle des Hachachiyyin. Un autre livre dont je voulais parler aussi, Heidi Toel et Katia Zakaria, à la découverte de la littérature arabe. C'est un petit livre de poche donc du 6e siècle à nos jours, qui brosse un panorama assez bref et large pour découvrir ce que c'est que la littérature arabe. Parce que la littérature arabe, c'est pas que les Mille et une nuits. C'est très bien les Mille et une nuits aussi, mais souvent on réduit la littérature arabe uniquement aux Mille et une nuits. Il y a autre chose. Une des choses aussi que je voulais revenir aussi vite fait là, pour l'orientalisme, très souvent, Bernard Lewis, dans un de ses livres, Comment l'islam a découvert l'Europe, et aussi un autre, Xavier de Planol, L'islam et la mer. Une des idées reçues sur l'Orient, on dit l'Orient ne s'est jamais intéressé à l'Occident, c'est une des causes de sa faiblesse. En gros, nous les Occidentaux, on s'est intéressé aux Orientaux, rien ne vous empêchez de vous intéresser à nous, vous n'avez jamais voulu vous intéresser à ce qui se passe à l'Europe, c'est des raisons de votre décadence, ce qui est totalement faux. Les ambassades, les relations diplomatiques, les récits de voyageurs orientaux, de musulmans en terre chrétienne,
ont toujours existé, même si à partir, je dis, du 16e, 17e siècle, quand les musulmans commençaient à décliner, il y en avait moins. Mais j'ai parlé de l'ambassade turque ottomane sur Louis XIV, ambassadeur du sultan marocain auprès de la reine Élisabeth Ier, auprès de Louis XIV, auprès de Louis XV. Ça n'a jamais cessé. Il y avait une activité diplomatique intense. Les premiers à reconnaître l'indépendance des États-Unis, la France, parce que c'est la France qui a soutenu la guerre d'indépendance américaine, alors que c'était les pires ennemis de la France durant la guerre de 7 ans. C'est ça qui est rigolo. George Washington, au moment de la guerre de 7 ans, c'était un ennemi incroyable de la France. Mais qui sont les autres pays à reconnaître les États-Unis? Le sultan du Maroc et la régence d'Alger. Qui l'Amérique nous le rend bien, Tout à fait. La régence d'Alger et le Maroc, oui, les deux. Oui, les deux. Et ce document en plus existe, il est consultable en pareil, plus. Le document de reconnaissance. Et il passe des traités apparemment les États-Unis avec l'Algérie. Avec l'Algérie, le sultan du Maroc, donc voilà. Il y a des traités de commerce immédiatement qui s'établissent. Donc ça c'est pour Bernard Lewis pour tordre le cou à sa thèse dans ce livre, comment l'islam a découvert l'Europe. Même si c'est vrai, après les musulmans ont moins développé d'intérêt envers l'Europe parce qu'ils ont décliné, se sont un peu repliés un peu sur eux-mêmes. Mais de là à dire que les musulmans ne se sont jamais intéressés aux Européens, c'est un mensonge et c'est faux. Et l'autre, là, Xavier de Planol, dans son livre L'Islam et la mer, en gros, il part de sa thèse, l'islam, c'est la soumission à Dieu. Le marin, c'est un homme libre par essence, qui veut voguer sur les mers et sans entrave. Donc l'islam, le musulman, comme il est intrinsèquement soumis à la loi divine, donc ça étouffe et tue dans l'œuf toute possibilité de volonté de liberté. Donc les musulmans, ils ne connaissent rien à la mer. C'est faux, ça. Les musulmans, c'est le désert, c'est bien connu, il n'y a pas de mer. Les musulmans, ils ne boivent pas d'eau, tu savais pas? Les musulmans, ils boivent leur urine, tu savais pas? À tel point que le mot amiral vient de l'arabe. Oui. Amir al-Bahr, prince de la mer, c'est celui qui commande la flotte. La boussole, le gouvernail des tombeaux, c'est Arsenal, ça vient de l'arabe aussi. Arsenal d'Arsina'a, c'est la maison fabrique. La maison fabrique. D'Arsina'a. Une fois, je rigolais avec un ami maghrébin, il me dit ouais, il y a Arsenal qui joue ce soir. Et moi, j'ai dit bah, Arsenal, ça vient de l'arabe. Et il savait pas ça. Il savait pas, voilà. Et bah, pour répondre un peu à cet historien, là, Xavier de Planol, moi, tu vois, ces gens-là qui sont convaincus de ça, ça sert à rien d'essayer de les convaincre ou pas, juste pour éviter que d'autres tombent ne croient leurs mensonges et leurs inepties. Oui. Juste, par exemple, un truc tout simple. Lorsque l'expansion musulmane commence après la mort du prophète en 632, c'est quoi les deux puissances régionales mondiales quasiment? L'empire perse sassanide d'un côté, l'empire byzantin de l'autre. L'empire perse, c'est surtout une puissance militaire terrestre. L'empire byzantin est aussi terrestre, mais aussi maritime. Les musulmans, dès 656, c'est-à-dire 632-656, bah c'est 30 ans, un peu plus de 30 ans à peine, ils prennent Chypre, après la bataille des 3 mâts. Pas mal pour des bougnoules qui ne connaissent rien à la mer. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Voilà. Mais très vite, les voies commerciales maritimes musulmanes sont très denses et tout ça. Donc c'est le fait que la Méditerranée même soit un lac musulman. C'est pas parce qu'après ils ont décliné qu'ils ne se sont jamais intéressés à la chose maritime. Ça c'est complètement faux. Les cartes des géographes musulmans sont aussi là pour les prouver. Donc voilà, ça c'est aussi pour répondre, c'est ça que j'avais oublié de dire tout à l'heure, pour répondre à la fois et à Bernard Lewis, qui a fait beaucoup de mal, parce que c'est le maître à penser des néoconservateurs américains, qui a eu sous George Bush, et aussi à cet historien Xavier de Planol dans son livre L'Islam et la mer. Alors on me dit, est-ce que Anis se voit profiler la guerre civile en France? Si oui, préconise-t-il un retour au pays d'origine? Oh là là. Je lis pas dans le mar de café ni dans une boule de cristal. De tout mon cœur, je prie Dieu chaque jour que Dieu fait pour qu'on n'ait pas la guerre civile dans notre pays, en France. Mais d'un côté comme de l'autre, moi par exemple, quand je vois certains qui se disent identitaires ou laïcs, quand je vois soutenir à fond Charlie Hebdo, en fait ils se servent de l'affaire Charlie Hebdo pour toujours attaquer plus l'islam, c'est tout. Ils en ont rien à faire de Charlie Hebdo. Encore une fois, moi Charlie Hebdo, je ne lirai jamais Charlie Hebdo, mais je ne souhaite la mort de personne. Le prophète, il s'est fait insulter je ne sais combien de fois de son vivant lors de sa prédication et il leur pardonnait. Donc voilà, moi j'ignore des insultes sur l'islam. Après, quand quelqu'un veut débattre avec moi et veut essayer de parler, d'accord, il est bienvenu, on peut toujours parler, discuter. Mais si quelqu'un veut, dès le départ, il veut m'insulter, je lui parle pas. Mais, et aussi d'un côté, quand je vois des musulmans, ils gueulent dans la rue, dans la rue comme ça, Nick Charlie, enfin voilà, c'est bien fait pour eux, ils vont aller en enfer. Pour le reste de l'opinion française, ils se disent bon bah voilà, c'est des sauvages ces gens-là, voilà, c'est pas peine ça sert à rien de dire ça comme ça. On ne souhaite pas la mort des gens. Donc oui, d'un côté comme de l'autre, il y a des gens qui n'aident pas à ce que la vie soit mieux en France. Je te cache pas que moi, je trouve l'ambiance de plus en plus tendue. Hein. Plus le temps passe, plus l'ambiance est tendue. Ouais, et moi, ce qui me sidère, c'est la force des médias du système. Là, Malgré les progressions des médias alternatifs comme le vôtre ou d'autres, et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut croire sur parole tout ce qu'on dit ici sur Méta TV ou boire comme du petit lait ce qu'on dit. Mais avec toutes ces infos alternatives, 4 millions de gens dans la rue, le 11 janvier, 4 millions.
Bah là, on parlait, c'est vrai, du joueur de foot, c'était Mba, Dembaba, je crois, qu'on lui a proposé. Ah, sur Canal+, j'ai vu la vidéo. Le journaliste l'agresse, littéralement, quoi. Ça sert à rien de parler à des gens comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que c'est... Vous êtes musulman, vous êtes pas islamiste alors? Vous êtes pas islamiste alors? Et ta sœur? Et puis c'était limite, mais tu fais sauter des bombes quand tu te lèves. Mais comment ça? T'as jamais fait d'attentat? Non, mais non, mais c'était surréaliste. Parce que ça, c'est des scènes qu'on pouvait pas voir avant en France, non? Je sais pas, c'est où. Bah, ça s'est lâché. Bah, ça se lâche, voilà, ça se lâche. Je suis désolé de le dire. En fait, depuis 89, la révolution iranienne, déjà, ça commençait à parler un peu d'islam dans les médias. En 89, Salman Rushdie, l'affaire du voile de Creil, puis après la guerre civile en Algérie dans les années 90, commençait beaucoup plus à parler d'islam. Et puis depuis le 11 septembre 2001, alors là, l'islam, c'est la voie royale vers les honneurs. Voilà, c'est la voie royale. En plus, on ne compte plus le nombre de gens qui ont dit mille et une bêtises sur l'islam, des inepties. Encore une fois, ils ont le droit de le penser, c'est pas ça, mais ils nous insultent. Que des gens aient une critique. Je vais prendre quelqu'un comme Michel Onfray. Moi, je n'ai pas d'affection pour Michel Onfray ou quoi, mais Michel Onfray, c'est pas Julie Lescaut, quoi, la Véronique Jeunesse. Véronique Jeunesse, quand elle parle d'islam, elle est complètement tarée. Non, Véronique Jeunesse. Par exemple, Michel Onfray, on va débattre avec lui, on va lui rentrer dedans, on va être pugnace, incisif dans un débat, mais on va débattre. Et lui, il est athée, lui, il le dit. Il y a un de ses livres qui s'appelle comment ça s'appelle son traité d'athéologie, c'est un de ses livres les plus connus. Donc lui, voilà, il annonce la couleur. Lui, il est athée. Lui, c'est un hédoniste, un jouisseur, voilà. Mais il en a dans la caboche quand même si je suis pas du tout d'accord avec les thèses de Michel Onfray. Mais discuter avec Michel Onfray, c'est pas comme discuter avec Véronique Jeunesse, par exemple, ou autre, quoi. Bon, voilà. Il y a un peu plus d'intellect, on va dire, quand même. Voilà, c'est ça. Et par exemple, Michel Onfray, par exemple, lui, dit, mais qu'on arrête d'intervenir dans les pays musulmans, qu'on arrête de faire des guerres chez eux. Donc voilà, au moins, lui, là-dessus, lui, il est cohérent. Ouais, lui dit, je ne veux pas de ça en France, mais qu'on arrête de foutre la pagaille chez eux. Après, on s'étonne qu'il y ait ça chez nous. Donc au moins, Michel Onfray, là-dessus, il est cohérent là-dessus. On peut le mettre à son crédit. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que et donc oui, juste pour le gars, pour finir juste la question, est-ce que je préconise le retour ou pas? J'étais déjà longuement revenu là-dessus lors de notre précédente émission. Ceux qui pensent qu'il vaut mieux rentrer dans le pays d'origine, qui veulent le faire, et qui se donnent surtout le moyen de le faire, mais qui arrêtent de rester ici, de dire nique la France, quoi. Voilà, parce que ça, il y en a marre. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. D'accord. Qu'est-ce qu'on me dit? Merci d'enlever la question de mon énoncé. Très dirigé comme débat. On doit être d'accord avec Anis. On a reproché à un joueur musulman de faire la prière sur les terrains de foot récemment. Du coup, le sport moins bien que la religion. Mais déjà, commencez, mon cher Rémi Debé, voilà, par poser des questions un peu intelligibles et un peu cohérentes. Parce que non, il se plaint que je ne pose pas sa question. Alors que je pose sa question, sauf qu'il pose une question inintelligible et que je suis obligé de la traduire, mon cher Rémi Debé. Hein, voilà. Donc, mais ça, c'est les nouveaux, les new jacks, tu vois. Ils viennent d'arriver, ils connaissent pas le principe du chat et en plus, ils gueulent. Non, mais on va peut-être. En fait, c'est par rapport au joueur de foot dont on parlait tout à l'heure. On lui avait dit qu'il faisait on n'a pas parlé de prière sur les terrains de foot. C'était ça la question. À un moment, on lui demande, en fait, on lui reproche. Ils lui disent, oui, vous faites une prière, en fait, quand vous marquez un but ou comme machin. Est-ce que ça a sa place sur un terrain de foot avec la laïcité? Mais c'est les mêmes hypocrites. Quand ils vont voir Manuel Valls avec une kippa, ils vont jamais lui demander est-ce que ça a à voir avec la laïcité. Non, mais c'est ça qui m'énerve. Et ces gens-là défendent ça. Non, mais attends, on va. Bref. Pour ce monsieur qui a posé la question. Il n'y a qu'en France où la question religieuse est aussi aiguë, vraiment marche sur des œufs. Dans tous les pays du monde, en Europe, tu sais, quand on dit oui, la France, par exemple, pour répondre à Éric Zemmour, là-dessus, moi c'est là-dessus que je les gratine aussi dans mon livre, quand on dit oui, mais la France c'est particulier avec les guerres de religion, il faut que les laïcités pour qu'il y ait la paix. Non, l'Allemagne, il y a eu la guerre de 30 ans, l'Angleterre a eu des guerres civiles, il y a plein de pays d'Europe qui ont des guerres de religion, il n'y a pas cette laïcité française, cette laïcité agressive, qui est un laïcisme. Parce que finalement, la laïcité est devenue la religion de la France. C'est un athéisme qui ne dit pas son nom. Ouais, voilà. Donc, toute forme d'autre religion. En Angleterre, ils s'en foutent de ça. En Allemagne, bon, même s'il y a des trucs avec l'islam en ce moment, il y a des... Oui, mais elle est catholique dans sa il y a des cours de religion à l'école. Par exemple, moi, je pense qu'une des choses qu'il faudrait faire à l'éducation nationale, ce serait bien d'enseigner, par exemple, l'histoire des religions. On enseigne la philosophie. Ça veut dire on va pas faire de propagande religieuse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre ça, des gens comme Jean-Luc Mélenchon ou autre. Non, il faut enseigner l'histoire des religions. C'est la culture générale. On doit savoir que dans le christianisme, il y a 7 sacrements. On doit savoir que dans la religion juive, il y a 10 commandements. On doit savoir que dans la religion musulmane, il y a 5 piliers.
Bon, des fois, tu vois, moi, quand tu vois dans des jeux télé, dans des trucs comme Question pour un champion ou quoi et tout, ça arrive, tu vois des gens, oui, les musulmans, ils prient vers où? Le dire vers la Mecque, il y en a, il dit bah, vers les Bahamas ou je sais pas quoi. Non, mais voilà, ah, un peu de culture générale. Jésus s'est pas fait fusiller, s'est fait crucifier. Voilà, tu vois, ce genre de truc, quoi, tu vois. Enfin, ça, c'est la version chrétienne. Pour les musulmans, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Faut changer ce nique la France en nique nos dirigeants, ça a plus de sens. Oui, mais bon, ça change. C'est juste se faire plaisir. Mais bon, après, ça, oui, on en pense pas moins de nos dirigeants, ça. Mais bon, Alors, après, les insulter, ça sert à rien. Enfin, c'est même pas ça. Alors, qu'est-ce que ça apporte après pour la Alors, suite? écoute, voilà, les discours, on va dire, contradicteurs. Les croisés furent des héros de l'Occident, anciens face à leur ennemi sarrasin voulant les envahir. Aucune, euh, aucune raison de voir les choses autrement. Vous avez cru quoi? Que les croisés allaient faire des bisous aux gens qui voulaient les envahir? Ben non, ils massacraient tout le monde, c'est logique. Non, mais Pardonne-moi, les croisés... Attends, non, mais c'est fort ce qu'il dit, parce qu'il dit les croisés allaient faire des bisous aux gens qui voulaient les envahir. Mais les croisés, ça n'a rien à voir avec... ils se faisaient pas envahir par les musulmans, c'est eux qui allaient libérer... À l'époque, il y avait une rivalité avec les musulmans. Donc, Oui. on peut dire d'un point de vue chrétien, les musulmans plusieurs fois ont envahi des contrées. Parce qu'une fois, on dit pas la guerre de conquête, l'invasion, ce n'est pas l'apanage de l'Occident. D'autres peuples. Pourquoi cette tension avec les musulmans? Parce que l'Occident, le seul peuple non occidental qui a réussi à lui tenir tête, à lui tenir la dragée haute, à l'envahir durablement chez lui, hormis l'invasion des Huns à la fin de l'Empire romain ou les Mongols au XIIIe siècle, les seuls qui ont réussi à envahir l'Occident, à, à l'occuper des pans de son territoire durablement, c'est l'islam. Et la seule alternative qu'il y a eu à l'Occident, comme ça, comme on dit au sens large, ça a été les musulmans à un moment. Donc oui, les musulmans, l'Espagne, la péninsule ibérique, c'était... que les croisés il y avait une rivalité. Oui, Bah, mais ils défendaient leur territoire. Ça voudrait dire 2. que la Palestine innée, bon, bah, ça appartient à la chrétienté. Non, par exemple, d'un point de vue chrétien, quand Charles Martel, si cette bataille est sujette à caution, mais quand on dit oui, Charles Martel, stop les Arabes à Poitiers, bah, les musulmans envahissent, c'est sûr qu'en face, il va y avoir une réaction en face, c'est normal, c'est comme ça. Après, comme les organes, c'est comme ça, la guerre, l'histoire des relations humaines, c'est ainsi. Mais, pour les croisés, le pape Urbain II, toujours, ah, vos frères chrétiens en Orient sont persécutés par les Turcs, on va aller les libérer. Bah, c'est toujours ça, en fait. Ça s'inscrit dans ce que pour l'Église, avec l'institution, pour elle, il faut arrêter que les nobles se battent entre eux, il faut déporter toute l'énergie des nobles vers l'ennemi extérieur, le sarrasin. Donc oui, normalement, pour répondre à ce monsieur, d'un point de vue chrétien, c'est des héros, oui, ça peut être des modèles ou je ne sais quoi, il a le droit de penser. Mais la Palestine, c'est pas l'Occident. Bah pour lui, si, c'est ça que je trouve étonnant, quoi. Est-ce que c'est ce qu'il voulait vraiment dire? Mais ça, est-ce que justement, c'est l'orientalisme encore, qui pense que la Palestine, ça appartient à l'Occident, machin. C'est pas... allez voir comment quand vous regardez même les crèches de Noël, là, qui avaient fait polémique il y a le mois dernier, quand vous voyez les crèches de Noël, vous voyez la façon dont les gens se sont habillés, je sais pas vraiment s'ils ont des habits occidentaux. Voilà. Ouais. Quand vous allez en Palestine, vous êtes clairement en Orient, vous n'êtes plus en Occident. Oui. Voilà. Bah non, Anicet, lui, se sent chez lui partout. Mais ça, c'est le syndrome du colon, comme avait expliqué Adrien Bozzi. Celui qui se sent chez lui partout, c'est un colon. Oui, je me rappelle, il avait... Et je trouve que c'était dans le citoyen du monde, on appelle ça un colon. Voilà, on appelle ça un colon, et je trouvais cette définition excellente. Mais alors, là, je vois l'heure qu'avance, donc on va pas se laisser avoir par l'heure. Qu'est-ce que... Je vais prendre vite fait les dernières questions. Alors, oui, qu'est-ce que tu penses de Cheikh Imran Hossein? Oui, voilà, parce que si je la pose pas la question, ils vont me saouler pendant 20 ans. Ça fait 20 fois qu'elle passe. Si je la pose pas, on va dire, ah, mais il veut pas qu'on la pose. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je connais pas parfaitement Cheikh. Je le connais, oui, j'ai vu des vidéos sur YouTube. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il fait des analyses très intéressantes. C'est quelqu'un très érudit, très savant. Beaucoup. Alors moi, j'ai bien un truc. Je ne suis pas théologien. Je ne fais pas de morale, je ne donne pas des leçons de religion. Mais je connais quand même suffisamment ma religion pour savoir qu'un djellaba et des qamis, ça ne se porte pas avec des baskets Nike. Voilà. Pour ceux qui veulent faire un syncrétisme entre le rap et l'islam. L'islam, t'as vu? C'est ce qu'on parlait l'autre fois, t'as vu? Ceux qui pensent que, je sais pas, qui pensent que l'alpha et l'oméga de la foi islamique, c'est pas manger de porc. Voilà. On rigolait de ça l'autre fois. Tant que tu manges pas de porc, tout va bien. Voilà. Et on est vendent de la drogue, mais c'est pas grave. Bon, voilà. C'est de la drogue, c'est pas grave. Mais voilà. Donc pour Cheikh Imran Hossein, oui, c'est quelqu'un de très intéressant, très érudit, qui livre souvent des analyses qui valent la peine qu'on s'y attarde, quoi. Voilà, mais je vois pas ce que je peux dire de plus, quoi, après, là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Juste pour le gars, à Nice, le sport moins bien que la religion. Oui. Pour un croyant, la religion, c'est plus important, oui.
Faire du sport, c'est bien. Entretenir son corps. Un esprit sain dans un corps sain, comme disait le roi Enoch, et pour ma femme, de vrais saints. Vous voyez comme quoi, je connais un peu le rap aussi, hein, voilà, faut pas croire. Mais voilà. Mais non, la religion, c'est plus important quand même dans la vie de tous les jours. Pour gagner son salut, c'est pas le sport. Alors on me dit aussi, on me demande une question. Est-ce que toi, tu as subi des pressions? Parce que lui dit, alors attends, il faut que je... Voilà, je suis moi-même musulman qui a grandi dans un quartier normal et non pas en cité ou banlieue. As-tu subi toi aussi une certaine marginalisation des autres musulmans issus des banlieues? Est-ce que j'ai subi une marginalisation, moi? Oui. De la part des autres musulmans issus des banlieues. Parce qu'il dit qu'il n'a pas grandi justement dans un quartier. Moi, j'ai pas grandi en banlieue. Moi, je suis parisien, j'ai grandi à Paris. C'est ce qu'il dit. Et il est vrai que parfois, moi, quand je voyais des fois... on connaissait des gens de ma famille, enfin des amis à nous, pardon, en banlieue. C'est vrai que moi, je voyais que c'était un autre monde, quoi. Le rapport qu'ils avaient avec les autres Français, moi, j'ai grandi dans un quartier majoritairement blanc. Moi, le rapport depuis tout petit que j'ai avec les autres Français, il est plutôt apaisé, quoi. Il était plutôt apaisé. Et des fois, je comprenais pas certaines attitudes, un langage cru, agressif, très jeune. Alors je n'essaye pas tout le monde, je dis pas tous les gars qui vivent en banlieue, mais quand tu tasses tout le monde dans des mêmes coins, quand il n'y a pas de proximité de sociabilisation avec la culture française, bah faut pas s'étonner que ça donne les résultats après qu'on a jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc je ressentais un peu, mais certains aiment à se confiner dans le ghetto et dans la marginalisation aussi, hein, voilà. Faut arrêter de dire toujours c'est la faute des autres aussi. Je pense qu'on n'avance jamais autant que lorsqu'on est sévère et sans concession avec soi-même. Quand on dresse un constat, même on peut exagérer dans la sévérité du constat envers soi-même, c'est comme ça qu'on peut avancer. Il ne s'agit pas de se dire « Ah, je suis nul », mais se dire ouais, « Bon, là, j'y arrive vraiment pas, faut faire autre chose, quoi. » Voilà. Je ne sais pas si je suis clair dans ma réponse. Alors, oui, alors il y a une question aussi, on me dit... que penses-tu des récentismes? Ont-ils raison de penser que l'islam est plus récent que 1400 ans? Après tout, falsifier l'histoire a pu servir dans le passé comme dans le présent. Ils ont pu inventer des siècles pour se valoriser et dévaloriser le passé des musulmans. Poubelle, ressentisme. Je crois tu crois pas du tout, Okay. Après, je peux comprendre que quand j'ai entendu parler de ce truc-là la première fois, je m'y suis intéressé un peu, mais non, ça me semble très très faible. Voilà, il est l'heure. Il est l'heure, malheureusement, parce qu'on doit finir un peu plus tôt pour des horaires de train, vous vous en doutez. Je dois rentrer, malheureusement. Oui, malheureusement, et oui, on est obligé d'arrêter là. On me dit Charles Martel, c'est un mythe. Ah bah écoutez, peut-être. Hein. C'est vrai qu'on me l'avait déjà dit qu'il avait peut-être pas existé, Charles Martel. Alors, vous savez, des constructions de mythes. De toute façon, ça va jamais finir. En tout cas, merci d'être venu. Est-ce que je peux ajouter une dernière, juste parce que souvent j'ai reçu des mails, les gens me disent ah mais je pensais pour se procurer mon livre pour ceux qui le souhaitent encore une fois, donc l'ABCDR Galet dans la boue. Donc à Paris, vous avez la librairie Facta. 4 rue de Clichy, métro Trinité. Vous avez la librairie de Lorient, 18 rue des Fossés Saint-Bernard, au métro Jussieu. Vous avez en province le site adesedition.com. Et vous avez en Belgique, je commence aussi à diffuser un peu plus ailleurs, donc la librairie Arrisala, AR-RI2SALA, 153 boulevard Maurice Lemonnier à Bruxelles. Vous avez sur Amazon et vous pouvez me contacter par mail anis.alfaida@gmail.com. Eh ben voilà. Je te remercie merci pour ton invitation. Merci aux métanotes de nous avoir suivis. À tous les métanotes connectés. Voilà, il y avait Karim, Sefi, Rome, Liberty, Sage, Fanch de Brie, d'ici Don Tounsi, Alfred, Hugues de Coq, Pipo, Charles Martel a arrêté les Arabes à moitié. Celle-là, elle est bonne. Charles Martel a arrêté les Arabes à moitié. Mais bon, excellent. On la reprendra, elle est excellente. Merci à vous tous, merci à la régie. Vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À demain, ciao. Merci à vous.